Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, hein, et tant mieux. Parce que vous savez que je m'apprête à faire quelque chose de très important, mais faut bien que quelqu'un le fasse. Et aujourd'hui, je vais classer les meilleurs surnoms de l'histoire. Donc les règles du jeu, elles sont très simples. L'histoire regorge de surnoms extraordinaires. Donc on va étudier des personnalités historiques et leurs surnoms. Et ensuite, on va les ranger dans la magnifique tier list que j'ai préparée et que vous voyez juste ici. Et à la fin, j'élirai le NOAT, le NOT, c'est-à-dire le nickname of all time, le meilleur surnom de tous les temps. Alors pourquoi ce sujet Je voulais faire une vidéo un peu plus légère après les hectolitres de sang qui ont coulé lors de la tier list sur les assassinats. Et surtout, c'est une thématique qui me permet enfin de faire une tier list parfaitement mixte. Il y aura 14 surnoms, 7 femmes et 7 hommes. Parce que là, sur les dernières vidéos, entre la meilleure phrase et le plus grand assassinat, il y avait quand même 95% de mecs, et ma chaîne, elle commençait à sortir le vestiaire et le déodorant Axe. Il était temps d'y remédier. On a 14 surnoms à passer en revue, c'est beaucoup de travail, donc je vous propose qu'on commence dès maintenant. Donc les poilus, un surnom collectif, ça va être le seul de la liste, je commence par eux. Et grosso modo, tout le monde sait que les soldats français qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale étaient surnommés les poilus, mais l'explication de ce surnom est moins évidente qu'il n'y paraît. Donc la logique voudrait que les poilus aient été surnommés les poilus parce qu'ils étaient poilus. Et effectivement, il y a beaucoup de monde qui pense que, en raison des conditions de vie horribles dans les tranchées, les soldats n'avaient ni le temps ni la possibilité de se raser. Résultat des courses, ils étaient hirsutes, d'où le surnom de poilus. Et ça aurait été très cohérent, mais non, c'est pas ça l'explication. Regardez bien ces photos. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux ? Ils ont pas un pet de barbe. Bon, il y a certains soldats qui portent une moustache, ils ont le droit d'avoir du style, même sur un champ de bataille. On n'est pas des bêtes. Mais aucune barbe, tout le monde est rasé au niveau du menton. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que la Première Guerre mondiale, c'est le début de l'utilisation des gaz pendant les combats. Ça commence en avril 1915, lors de la deuxième bataille d'Ypres en Belgique, lorsque les Allemands larguent plus de 150 tonnes de gaz mortel sur les tranchées françaises. Et donc les soldats doivent commencer à porter des masques à gaz. Et pour que ce soit efficace, vraiment pour que le masque soit étanche, il faut qu'il épouse parfaitement la forme du visage. Et pour ça, il faut avoir le menton et les joues parfaitement lisses. Donc, les soldats se rasaient régulièrement. Donc les poilus n'étaient pas si poilus que ça. En tout cas, pas assez pour en faire un surnom. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelait comme ça ? Déjà, il faut savoir que c'est un surnom qui ne date pas de la Première Guerre mondiale. Et déjà pendant les guerres de Napoléon, certains soldats étaient appelés comme ça. Et tout ça vient de l'argot de l'époque. Quand on voulait dire de quelqu'un qu'il était brave ou qu'il était courageux, on disait qu'il avait du poil. Et un homme qui a du poil, donc un poilu, c'est un dur à cuire. Et cette expression, on la retrouve même chez Molière. Ouvrez les précieuses ridicules, scène 11. Mascarille parle du vicomte de Jodelet en vantant ses exploits militaires. Et il dit, c'est un brave à 3 poils. Le poil, c'est la bravoure. Bon, et il faut aussi savoir que les poilus de la Grande Guerre, ils s'appelaient pas comme ça entre eux. C'est un surnom qui est surtout utilisé par nous, les planqués. Et c'est un surnom qui va dans J'aimerais pas le porter. Juste parce que ça implique de faire la Première Guerre mondiale, et ça, c'est jamais de la vie. 1,5 million de soldats français morts au front. Plus d'1 million d'invalides. Plus de 100 000 mutilés et amputés. Et vous croyez que je vais aller foutre les pieds dans une tranchée pour avoir le droit de porter un surnom à peine rigolo ? Ah, c'est bien mal me connaître. Dans mon décor, casque d'or au cuir saut. Et à présent, je vais vous parler d'un Paris que les moins de 120 ans ne peuvent pas connaître. Bon, j'ai moins de 120 ans, mais je le connais un peu quand même. Et c'est le Paris des années 1900 et des bandes de voyous qui terrorisent les bourgeois de la capitale. Parce que Paris au début du XXe siècle, c'est une ville qui a la réputation d'être dangereuse. Surtout à cause de bandes de très jeunes garçons qui arpentent les rues pour détrousser les passants. Donc ils ont des couteaux, ils agressent, ils raquettent, certains touchent aussi un peu à la prostitution. C'est pas de la très grande criminalité, les mecs ils réinventent pas la roue. Et la presse les surnomme les Apaches. Alors, les Apaches, c'est un mot un peu fourre-tout, ça désigne pas un seul gang uni, mais l'ensemble des bandes qui sévissent dans Paris. La plupart de ces bandes d'Apaches viennent de l'Est parisien, des quartiers de Ménilmontant et de Belleville principalement, et à l'époque, c'est des quartiers périphériques de la ville de Paris, ils ont été rattachés sur le tard à la capitale, et il y règne une très grande misère sociale. Et donc c'est dans ce cadre que se déroulent les aventures de Amélie Elie, dite Casque d'Or. Donc Amélie Elie, c'est une gamine des rues de l'Est de Paris. Elle commence à se prostituer à l'âge de 14 ans. En 1898, alors qu'elle a 19 ans, elle rencontre un chef de bande qui est surnommé Manda, et Manda va devenir son maquereau, mais aussi son petit ami. C'est une relation très conflictuelle, qui est pleine de colère et de violence. Et au bout de 4 ans, Amélie, elle en a marre. Et elle va tomber dans les bras d'un autre voyou du coin qui s'appelle Dominique Lecat. Et dès 1902, les bandes des deux garçons s'affrontent pour les beaux yeux d'Amélie.
Et cette espèce de guerre de Troie hein, dans les rues de Belleville, avec Amélie dans le rôle d'Hélène, bah ça fait les choux gras de la presse fait divers, évidemment. Et dans leurs articles, les journalistes, ils surnomment Amélie Casque d'Or en raison de la blondeur de ses cheveux. Plusieurs affrontements ont lieu en 1902, c'est très violent. Dominique Leca, il prend un peu plus cher que les autres, hein, il se fait poignarder et tirer dessus à de nombreuses reprises. Il survit à chaque fois. Et au bout de quelques mois, tout ce petit monde finit par terminer devant un tribunal. Manda et Leca sont condamnés au bagne, ils sont expédiés en Guyane. Quant à Casque d'Or, grâce à cette guerre des bandes, elle est devenue une petite célébrité. Et elle va profiter de son quart d'heure de gloire. Elle répond à des interviews, elle sert de modèle pour des peintres, on lui demande de jouer au théâtre également. Puis le public passe à autre chose, elle sombre dans l'oubli, et elle ne fait plus parler d'elle jusqu'à sa mort en 1933. Est-ce qu'il s'agissait d'une vraie rivalité amoureuse, ou alors d'une simple querelle entre petits macros pour récupérer une prostituée rentable ? Mystère. Mais le cinéma a fait son choix. Et en 1952, Jacques Becker réalise le film Casque d'Or avec Simone Signoret dans le rôle d'Amélie. Et clairement, c'est un film qui raconte une histoire d'amour passionnée mais impossible entre Casque d'Or et Manda. Et ça va dans la catégorie Poésie plus. Déjà parce que l'appellation Casque d'Or, c'est quand même très mignon. Et ensuite, ça met un peu de beauté et d'élégance dans cette atmosphère qui est quand même faite de misère, de crimes et de violence. On prend. Y'a tout sauf de la cristalline dans nos bouteilles de cristalline. Après 3 chocs j'écris des trucs qu'aurait pu écrire Staline. Alors là, on va parler du surnom d'un mec qui se fait déjà appeler par un surnom. Parce que Staline, c'est un surnom. À la base, il n'y a pas écrit ça sur son passeport. En fait, Staline, c'est un dérivé du mot russe Stal, qui signifie acier. Dans l'idée, Staline, c'est donc un homme en acier. Mais son nom de naissance, c'est Iosif Vissarionovitch Djougashvili. On dirait un nom d'arrière-gauche géorgien, et c'est normal. Staline, il est né en 1878 en Géorgie. Il est issu d'une famille modeste. On le destine d'abord à devenir prêtre, donc il entre au séminaire à 16 ans. C'est évidemment une vie qui n'est pas faite pour lui, donc il se barre avant d'être ordonné, et il adhère au parti ouvrier social-démocrate russe, et c'est là qu'il commence à utiliser Joseph Staline comme pseudonyme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une des figures principales des révolutions de 1917, les révolutions de 1917 qui permettent aux bolcheviks de prendre le pouvoir. Mais son influence ne fait que grandir au sein du Parti communiste, et en 1924, à la mort de Lénine, il réussit à s'emparer du pouvoir et devient le nouveau grand chef de l'URSS. Et la suite, c'est une des plus grandes dictatures de l'histoire des dictatures. Vraiment, le mec se place ici. Bon, c'est très dur de donner une estimation du nombre de morts qu'a causé le régime de Staline. Certains historiens s'y sont essayés, ils fixent une fourchette qui va de 15 à 20 millions de morts. Et quant à marge d'erreur, c'est 5 millions. Peu importe ce qu'on est en train de compter, peu importe ta discipline, c'est que t'es allé trop loin. Et ce chiffre, ça englobe les paysans qui sont morts lors des nombreux épisodes de famine, mais aussi les adversaires politiques exécutés lors des purges, et les pauvres gens qui ont terminé au goulag et qui en sont jamais revenus. Bref, vous prenez cette politique de la terreur permanente, vous saupoudrez le tout d'une bonne dose de propagande et de culte de la personnalité, et vous obtenez un des régimes les plus totalitaires qui ait jamais existé. Et Staline a quand même eu le culot de se faire surnommer le petit père des peuples. Le petit père des peuples. Joseph, déguerpis. Sans rire, arrête de nous prendre pour des bananes à ce point. Et je vais prendre le surnom mot par mot. Petit, je veux bien. Il mesurait 1m68, il n'allait pas terminer pivot chez les Lakers. Père, j'accepte. Il a eu des enfants, donc techniquement parlant, je peux rien dire. Mais petit père des peuples ? Et en plus, il l'a même pas inventé, puisque l'expression père des peuples était déjà utilisée sous la Russie tsariste. Bon, Staline finit tout de même par mourir le 5 mars 1953 à 74 ans. Et là, ça part d'un surnom pas mérité. Le décalage entre le surnom et la réalité de l'homme qu'il porte est beaucoup trop grand. Mais bon, c'est drôle de sa part d'avoir tenté ce move. Après, de façon plus générale, les dictateurs, magnifique vivier de surnoms fous. Et vraiment, j'aurais tout aussi bien pu faire un chapitre sur Mao, qui était surnommé le Grand Timonier. Le Grand Timonier, c'est extraordinaire comme surnom. J'entends des voix comme Jeanne d'Arc, je fais des va-et-vient comme un fusil à pompe. Allez, c'est parti pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc le mythe, Jeanne d'Arc la légende. Elle serait née en 1412 à Domrémy, dans l'est de la France. Bon, on n'est pas sûr à 100% pour la date, Et pour aller droit au but, Jeanne d'Arc aurait commencé à entendre des voix à l'âge de 13 ans. On est alors au beau milieu de la guerre de 100 ans, et dans les années 1420, la situation de la France semble désespérée. Avant de mourir, le roi fou Charles VI a désigné la famille royale anglaise comme héritière de la couronne de France. Et le roi d'Angleterre Henri V et son armée contrôlent une grande partie du territoire. Donc Charles VII, le fils de Charles VI, qui est le prétendant naturel au trône, il peut pas se faire sacrer. Il a dû fuir Paris et a trouvé refuge à Bourges, où concrètement, il n'a ni pouvoir ni marge de manœuvre. Et donc, dans la tête de Jeanne d'Arc, il y a ces fameuses voix.
Elle dira que ce sont celles de Saint-Michel, de Sainte-Catherine, de Sainte-Marguerite, et qu'elle lui demande de chasser les Anglais hors de France et de faire sacrer le roi Charles VII. Et elle finit quand même par en parler autour d'elle. Et un haut militaire de sa région, qui est intrigué, lui offre une escorte pour qu'elle aille rencontrer Charles VII. Nous sommes en février 1429. Jeanne d'Arc rencontre le roi, elle arrive à le convaincre, même s'il la fait quand même examiner par prudence. Donc on vérifie sa virginité, on lui pose des questions sur les voix qu'elle entend. Et puis elle est envoyée à Orléans, donc Orléans, une ville qui est assiégée par les Anglais et qui est à 2 doigts de tomber. Jeanne s'y rend, et du haut de ses 17 ans, elle arrive à vaincre les Anglais. C'est un exploit, c'est même un miracle. Bon, après, vaincre les Anglais, Lamine Yamal, il l'a fait à 16 ans. Mais 17, c'est pas mal non plus. Donc Jeanne d'Arc libère la ville, et c'est là qu'elle gagne son surnom de Pucelle d'Orléans. Et on commence vraiment à la considérer comme une créature divine. Grâce à cette victoire retentissante, Charles VII est sacré à Reims en juillet 1429, avec Jeanne d'Arc à ses côtés, et la reconquête du territoire peut commencer. Et c'est lors d'une expédition militaire à Compiègne en 1430 que Jeanne d'Arc est finalement faite prisonnière et jetée en prison. Bon, le roi Charles VII, il a plus besoin d'elle, donc il va pas faire grand chose pour l'aider à s'en sortir. Et le procès de Jeanne d'Arc s'ouvre à Rouen le 9 janvier 1431. On la juge pour hérésie et sorcellerie. Elle est condamnée à mort, et on l'exécute le 30 mai en la mettant au bûcher sur la place du Vieux Marché à Rouen. Bon, j'ai fait des très grands raccourcis dans cette biographie de Jeanne d'Arc, je suis allé vraiment droit au but, c'est voulu. Ce qui nous intéresse ici, c'est le surnom. Et la Pucelle d'Orléans, ça va dans un peu d'imagination, s'il vous plaît. Elle était vierge, elle a gagné une bataille à Orléans, boum, Pucelle d'Orléans. Vraiment, c'est tout ce que vous avez trouvé? Et je sais que le mot pucelle n'était pas péjoratif. Elle-même se présentait comme telle, et la virginité de Jeanne d'Arc lui conférait quelque chose de sacré. Mais quand même, un surnom qui fait référence à ta vie intime et à la préfecture du Loiret, c'est jamais. Imagine, si tu viens de Charente et que t'aimes bien les parties fines, t'as pas envie qu'on t'appelle le libertin de La Rochelle. Et je rappelle que Jeanne d'Arc ne venait pas du tout d'Orléans. Et concrètement, elle y a foutu les pieds même pas 2 semaines. Un peu d'imagination. Je prends le pouvoir comme Napoléon, roi soleil éclairé par les rayons. Le roi soleil, surnom immensément connu. Surnom que Louis XIV portait de son vivant et dont il a énormément joué. Et il faut savoir que le soleil, c'était quelque chose de très important pour Louis XIV. Ça a été une espèce de fil rouge tout au long de son règne. Donc Louis XIV, les bases, rapidement. Il est né en 1638, il devient roi à la mort de son père Louis XIII en 1643, sauf qu'à cette époque, il n'a pas encore 5 ans, il est trop jeune pour régner, il y a donc une régence qui se met en place. Cette régence, elle est assurée par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, et par le cardinal de Mazarin. Louis XIV est finalement couronné en 1654, et on peut dire qu'il commence à gouverner personnellement à la mort de son principal ministre, donc le cardinal de Mazarin, en 1661. Et dès le début de son règne, Louis XIV choisit le soleil comme symbole. Et c'est un choix qui a plusieurs explications, Le soleil, c'est plusieurs choses à la fois. On le sait, Louis XIV, c'est le roi de la monarchie absolue la plus totale. Il décide de tout, et il est au centre de tout. Comme le soleil. Et finalement, les autres n'ont plus qu'à graviter autour de lui. Et d'ailleurs, dès 1653, donc avant son sacre, il y a une scène très célèbre. Lors d'un ballet, Louis XIV arrive déguisé en Apollon, dans un costume de feuilles d'or, qui rappelle à tout le monde le soleil. Et Louis XIV s'est souvent fait représenter en Apollon. Et il y a énormément de références à Apollon au château de Versailles. Je cite évidemment le bassin d'Apollon dans les jardins, avec ses incroyables statues du char d'Apollon. Et dans la mythologie grecque, Apollon, c'est le dieu du soleil. Le soleil, c'est aussi la source de la lumière, il inonde le monde de sa lumière. Et c'est comme ça que Louis XIV imagine sa personne et sa fonction de roi. Il est là pour briller, et pour faire briller la France et la monarchie. Vous voulez un autre parallèle entre Louis XIV et le soleil? Ok, le soleil, il fait quoi chaque matin? Il se lève. Et on sait que Louis XIV avait ritualisé le lever du roi. Et vraiment, chaque matin, ce sont des dizaines de personnes qui assistent au lever de Louis XIV. Il y a les domestiques, évidemment, mais il y a aussi des grands seigneurs, des gens très importants à la cour, qui sont obligés d'être là. C'est une véritable cérémonie. Lever du soleil, lever du roi soleil. Donc voilà, le roi Louis XIV entretenait ce lien presque mystique entre lui et le soleil, le soleil, symbole de puissance absolue. Mais un soleil, ça finit par s'éteindre. Et Louis XIV meurt le 1er septembre 1715, après 72 ans de règne. Et son surnom, Poésie ++, on va pas commencer à ergoter. Alors ok, tout ce délire autour du soleil, c'est un peu grandiloquent, c'est presque too much. Mais ça reste poétique. En tout cas, je juge que ça l'est. Alors, Margaret Thatcher, la première femme à avoir occupé le poste de première ministre du Royaume-Uni. C'était en 1979. Alors, avant ça, elle a fait quoi?
Eh bien, elle est née en 1925 dans une famille plutôt modeste. Elle fait des études de chimie à Oxford, mais elle entre vite en politique. Elle devient députée en 1959 et elle entre pour la première fois au gouvernement en 1961. Elle devient ministre de l'Éducation en 1970 et elle prend la tête du Parti conservateur en 1975. Et c'est à cette époque qu'un journal soviétique la surnomme la Dame de Fer de l'Occident. Et donc c'est un surnom qui date d'avant son arrivée au pouvoir. Elle avait déjà la réputation d'être inflexible et de ne jamais rien céder. Et elle va le confirmer une fois devenue première ministre en 1979. À partir de là, c'est simple, vaut mieux être avec elle que contre elle. Et la politique de Thatcher, pour résumer, c'est du libéralisme à gogo. Le pays traverse une grave crise économique et elle y répond par des privatisations, des baisses des dépenses publiques et des réductions des droits des syndicats. C'est brutal, ça entraîne des grèves, des manifestations, des émeutes, mais Margaret Thatcher ne recule jamais. En 1981, elle est confrontée à un autre problème. Des indépendantistes nord-irlandais commencent une grève de la faim depuis la prison où ils sont incarcérés. Est-ce que c'est suffisant pour que Thatcher écoute leurs revendications ? Bah non, elle les laisse crever la dalle. Et 10 d'entre eux vont mourir, dont l'emblématique Bobby Sands. 10 morts à cause de cette grève de la faim en 1981. Thatcher, ça lui est passé très au-dessus. En 1982, l'Argentine a le malheur d'attaquer l'archipel des Malouines. Mauvaise idée. Alors, les Malouines, c'est des toutes petites îles britanniques perdues au milieu de l'Atlantique Sud, dont tout le monde se fout. Mais Margaret Thatcher envoie quand même l'armée pour les défendre, et la guerre des Malouines, même si elle est remportée par les Britanniques, elle coûte la vie à des centaines de soldats. Réélue en 1983, Margaret Thatcher, elle enchaîne en fermant les mines de charbon qu'elle trouve pas assez rentables. Conséquence, tension sociale, grève, émeutes, affrontements entre les ouvriers et les policiers. Margaret Thatcher ne renonce pas. En vrai, l'Angleterre de l'époque, c'est un disque rayé, ça tourne en boucle. Et Thatcher restera à la tête du gouvernement pendant 11 ans, elle quittera le pouvoir seulement en 1990. Et elle est décédée en 2013, 2 ans après la sortie du film sur sa vie dans lequel Meryl Streep joue son rôle. Et ça, niveau accomplissement de vie, Meryl Streep qui joue ton rôle, c'est quand même pas mal. Et la personnalité de Margaret Thatcher et ses décisions politiques divisent encore les Anglais aujourd'hui. Et son surnom, la Dame de Fer, c'est lourd à assumer. Quand t'es surnommé la Dame de Fer, faut jamais te relâcher. Imagine un jour t'as envie d'être sympa ou drôle, bah non, Dame de Fer, faut froncer les sourcils. Immense flemme, moi je ne pourrais pas vivre avec ce fardeau. La Honda GSX numéro 10 Maradona. Allez, petit changement d'ambiance avec Maradona. Donc, Diego Armando Maradona, il naît le 30 octobre 1960 dans un bidonville de la périphérie de Buenos Aires en Argentine. Il joue au football dans les rues, comme tous les autres gamins, sauf qu'il est meilleur que les autres gamins. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment meilleur. Il donne ses premières interviews à 12 ans, et dans l'une d'elles, il dit qu'il rêve de gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et évidemment, il va y arriver, sinon ce serait pas drôle. Et dès ses premières années, alors qu'on lui prédit un immense destin dans le football, on commence à le surnommer El Pibe de Oro, c'est-à-dire le gamin en or. La suite, il joue son premier match en professionnel à 15 ans et 11 mois, et après ça, il joue son premier match avec l'équipe nationale d'Argentine à 16 ans. 16 ans. On va faire une avance rapide, jusqu'en 1986, c'est la Coupe du Monde au Mexique. Et ça va être le chef-d'œuvre de Maradona. Vraiment, le mec, c'est son plafond de la chapelle Sixtine. Il a alors 25 ans et il est capitaine de l'équipe d'Argentine. Et je m'arrête plus particulièrement sur le quart de finale contre l'Angleterre, et là je viens de vous parler de Margaret Thatcher. Vous vous souvenez du moment où je vous ai dit qu'elle avait déclenché la guerre des Malouines contre l'Argentine en 1982 ? Et là, on a Argentine-Angleterre en Coupe du Monde à peine 4 ans plus tard. Et commencez pas à me dire, ouais, c'est que du football, c'est apolitique, un match c'est pas la guerre, blablabla. Évidemment que ça va jouer, c'est encore dans toutes les têtes. Avant le match, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre va dans le vestiaire pour voir les joueurs et pour leur demander de ne pas parler de politique. De son côté, le gardien argentin déclare « Battre les Anglais sera une double satisfaction après ce qu'il s'est passé aux Malouines ». Sur le terrain, Maradona désosse l'équipe d'Angleterre en marquant 2 buts en 5 minutes, dont le but qui est peut-être le but le plus célèbre de l'histoire du football et qu'on appelle la main de Dieu. La main de Dieu, c'est quoi ? Maradona a réussi à faire croire à l'arbitre qu'il avait marqué de la tête du haut de son 1m65, alors qu'en fait il avait tapé le ballon avec la main. Et le but a été attribué. Et l'Argentine a gagné. Et les soldats argentins tombés aux Malouines étaient en partie vengés. Et encore une fois, venez pas me dire que j'en rajoute. Dans son autobiographie, Maradona, il écrit en parlant de ce match « C'est comme si nous avions battu un pays et pas seulement une équipe de football. Nous savions qu'ils avaient abattu beaucoup de jeunes Argentins comme des petits oiseaux. Ce match était donc une vengeance. » Fermez les guillemets. Le sport, c'est de l'histoire. Et l'Argentine remporte la Coupe du Monde 1986 et El Pibe de Oro a réalisé son rêve.
Bon, je m'attarde pas plus que ça sur les plus belles années de sa carrière à Naples, quand il a permis au sud pauvre de l'Italie de gagner contre les riches équipes du nord. Je m'attarde pas non plus sur les années les plus sombres de sa carrière, la cocaïne, l'alcool, les excès. Maradona prend sa retraite sportive à 37 ans, et il restera l'une des personnalités les plus médiatiques d'Argentine jusqu'à sa mort en 2020 à 60 ans. Et même quand il était adulte, personne n'a jamais arrêté de le surnommer El Pibe de Oro. Comme s'il était resté à jamais cet enfant des rues qui driblait tout le monde. C'est une vie de légende, c'est une vie de poésie, et c'est un surnom totalement poésie plus. Mais si on élargit un peu le sujet, dans le sport de façon générale, il y a des surnoms vraiment fantastiques. Le cannibale, Black Mamba, le Baron Rouge. En vrai c'est fou, c'est un sujet qui mérite presque une vidéo à lui tout seul. Et là, on entre dans un univers historique dans lequel on n'était toujours pas allé sur cette chaîne, c'est le Far West, donc l'Ouest américain de la deuxième partie du 19e siècle, et c'est un monde qui compte pas mal de personnages légendaires, et Calamity Jane en fait partie. Alors, les États-Unis du milieu du 19e siècle, c'est un pays très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, et quasiment tout ce qui se trouve dans la moitié ouest est constitué de territoires à défricher où vivent des tribus amérindiennes. La future Calamity Jane, elle naît dans l'hémisphère est des États-Unis. Probablement en 1852, on n'en est pas certain. Son nom de naissance, c'est Martha Canary. Jane, c'est peut-être son deuxième prénom, mais là aussi, on n'en est pas sûr. Ça peut lui avoir été attribué plus tard, lorsqu'elle a reçu son surnom. Elle voit le jour dans une famille très pauvre, et ses parents, qui étaient séduits par les perspectives de réussite qu'offrait la conquête de l'Ouest, décident de traverser le pays pour aller s'installer dans le Montana. Ça se passe évidemment mal, la mère meurt rapidement, puis le père. Et il y a 15 ans, Martha est orpheline et elle part vagabonder toute seule dans l'Ouest sauvage. En 1874, elle aurait été engagée comme éclaireuse dans le Wyoming par un général. Et le but de leurs expéditions, c'est principalement d'aller tuer les autochtones pour piller leurs terres. On n'est pas dans quelque chose de philanthropique. Et un jour, Martha aurait sauvé un capitaine alors qu'ils étaient poursuivis par une tribu qui voulait leur faire la peau, et ce capitaine lui aurait dit « Je te surnomme Calamity Jane, héroïne des plaines ». Donc voilà comment serait née Calamity Jane, la calamité, toujours dans les mauvais coups, toujours dans les embrouilles. Après la mort de son général en 1876, Calamity Jane, elle doit se réinventer. On sait qu'elle enchaîne les petits boulots un peu partout dans l'Ouest, elle est tour à tour cuisinière, serveuse, blanchisseuse, danseuse. Mais surtout, Calamity Jane, elle est très forte pour raconter ses propres histoires. Et elle attire les journalistes et les romanciers. Et le public de l'époque est très friand des histoires du Far West. Et la légende de Calamity Jane, la femme qui monte à cheval, qui tire au fusil, qui fume et qui boit dans cet univers hyper masculin, et c'est une histoire qui fonctionne très bien. Calamity Jane va jusqu'à participer à des spectacles qui mettent en scène ses exploits. Le problème, c'est que les exploits en question, elle a tendance à les exagérer un peu, voire beaucoup. Parce que sa renommée, elle grandit, très bien. Mais la plupart du temps, c'est elle-même qui raconte ses propres anecdotes, et on peut douter de la véracité de certaines d'entre elles. Et les journalistes de l'époque, ils vérifient pas les infos qu'elle leur donne. Pour eux, plus c'est gros, plus c'est vendeur. Et donc, Calamity Jane, encore aujourd'hui, les historiens, ils ont du mal à faire le tri entre sa vie réelle et ce qui relève de la fiction. Toujours est-il que Calamity Jane meurt abandonnée, pauvre, alcoolique, dépressive, en 1903, à seulement 51 ans. Et je place ça dans les surnoms lourds à assumer. Hop. Surtout si elle a un peu pipoté pour créer toute la légende qui entourait ce surnom. Une fois que tu t'appelles comme ça, faut le justifier en permanence, faut toujours être dans ton personnage, faut jamais se relâcher. Je sais pas vous, mais moi ça me semble épuisant. Sur le porte-avions Clémenceau, sur le porte-avions Clémenceau. Allez, on va retourner un peu dans la France de la Troisième République à présent. Georges Clémenceau, né en Vendée en 1841. Il vient à Paris juste après la défaite de la France contre la Prusse en 1870, et il devient militant républicain à une époque où le pays est très divisé entre les républicains, les monarchistes et ce qui reste des bonapartistes. Toujours en 1870, il devient maire de Montmartre, puis il est élu député en 1876. Et c'est un républicain radical doublé d'un redoutable orateur. Clémenceau, c'est un type qui est capable de faire tomber un gouvernement en un seul discours à la Chambre des députés. Clémenceau, il mène également des combats très en avance sur son temps. Par exemple, c'est un des premiers à contester l'empire colonial français. Il lutte également contre l'influence de l'Église, à une époque où c'est pas hyper populaire de le faire. Et pendant l'affaire Dreyfus, ça va être un des Dreyfusards les plus actifs. Exemple célèbre de son engagement, en tant qu'éditorialiste pour le quotidien L'Aurore, c'est lui qui pousse les patrons du journal à publier l'article « J'accuse d'Émile Zola ».
Un article dont Clémenceau a trouvé le titre. En 1906, à 65 ans, Clémenceau il obtient enfin son premier poste de ministre. Il devient ministre de l'Intérieur. Dès sa première année, il se montre très ferme au moment de réprimer des grèves de mineurs, et sa férocité lui vaut un surnom, ce sera le Tigre. Et c'est un surnom qui prend. Par exemple, en 1907, Clémenceau il lance des nouvelles brigades de police mobiles qui sont équipées de voitures puissantes. Et ces brigades, on les appelle comment ? On les appelle les brigades du Tigre. Après ça, Clémenceau retrouve un rôle central au moment de la Première Guerre mondiale. Il est appelé à la tête du gouvernement en 1917, à un moment où la France est au bord de la débâcle, et il arrive à redonner du courage aux soldats en allant leur rendre visite directement dans les tranchées. Donc il remobilise les troupes, il redonne de la force et de l'espoir à toute la nation. Et le 11 novembre 1918, c'est lui qui annonce l'armistice à la Chambre des députés. Et ensuite, il se loupe à l'élection présidentielle de 1920, puis il décide qu'il en a assez vu, il prend sa retraite, et il va mourir gentiment en 1929. Et à titre personnel, j'aime beaucoup Clémenceau. Vraiment, je pense qu'il est dans mon top 3 personnages favoris Histoire de France 20e siècle. Ouais, j'ai beaucoup de top 3 un peu niche. Mais son surnom là, le Tigre, c'est pas possible. Et je suis désolé Clémenceau, mais quand t'es devenu ministre, t'avais 65 ans. Georges, t'as passé ta vie à faire de la politique. Ton quotidien, c'est de te mettre des grands déjeuners là, avec des grands digestifs à la fin, des grands gueuletons là qui se terminent à 15h30 et que tu fais passer en note de frais. Ça ressemble moyennement à un tigre selon moi. Et je sais ce que c'est qu'un tigre, j'ai vu le livre de la jungle. Donc je vais sans doute en énerver plus d'un, mais je mets ça dans surnom pas mérité. Quand de jeunes contestataires mettront leurs grands pieds dans mon plat. Et là on va remonter loin, très loin. Parce que oui, Bertrade Delaon, le vrai nom de Berthaud Grandpied, elle est née aux alentours de l'année 720, c'est-à-dire il y a 1300 ans. Et le fait qu'aujourd'hui, le grand public ne la connaisse que par son surnom, c'est complètement injuste. Donc on va entrer un peu dans le détail de sa vie, et vous allez comprendre que c'était une femme exceptionnelle. Alors on est au début du 8e siècle, en ce temps-là, on ne parle pas encore de la France, mais du royaume des Francs. Quand Bertrade vient au monde, ce sont les rois de la dynastie des Mérovingiens qui sont au pouvoir. Elle est issue de la meilleure noblesse et elle est mariée à un certain Pépin le Bref. Donc Pépin le Bref, c'est quelqu'un qui occupe un poste très haut placé et c'est l'un des hommes les plus puissants du royaume après le roi. Et le couple a plusieurs enfants, dont Charlemagne, le futur empereur. Ouais, Berthaud Grandpied, c'est la mère de Charlemagne. Pépin le Bref, il tarde pas à avoir des fourmis dans les jambes. En 751, il renverse le roi des Francs Childéric III et il monte sur le trône. Il devient alors le premier roi des Francs de la dynastie des Carolingiens. Et Bertrade devient la première reine de cette même dynastie. Et Bertrade, c'est tout sauf une reine effacée. Elle est intelligente, érudite, fine d'esprit, elle donne des conseils politiques de qualité à son mari, et elle prépare également ses deux fils, Charlemagne et Carloman, au destin qui les attend. En 768, Pépin le Bref décède. Et Bertrade, qui veut éviter une guerre de succession entre ses rejetons, elle scinde le royaume en deux. Elle attribue une partie à Carloman et une autre à Charlemagne. Et Charlemagne, elle le met bien, elle va carrément jusqu'en Lombardie pour lui ramener une princesse avec laquelle il se marie en 770. Donc on voit que même veuve, Bertrade reste très impliquée dans la gestion des affaires du royaume. Mais il y a une chose qu'on dit pas assez dans les livres d'histoire, c'est que Charlemagne était vraiment un sale gosse. C'est le sang pour les sales gosses. En 771, son frère Carloman meurt. Charlemagne se précipite sur son territoire pour en prendre possession. Donc à présent, Charlemagne contrôle l'intégralité du territoire du royaume de son père. Dans la foulée, il retire tout rôle politique à sa mère et il se sépare de sa femme italienne. Sa femme italienne, donc celle qui avait été choisie par maman. Voilà quel genre de fils c'était Charlemagne. Un petit con, tout simplement. Donc Bertrade, elle est totalement disgraciée et elle se retire près de Compiègne où elle meurt en 783. Et son surnom alors ? Il apparaît longtemps après, très longtemps après même. Il apparaît seulement au XIIIe siècle dans un poème un peu obscur qui raconte la vie de la mère de Charlemagne. Mais de son vivant, personne ne l'a jamais appelé Berthaud Grandpied. Et le pire, c'est que l'auteur du poème la surnomme comme ça, sans vraiment expliquer pourquoi. L'explication la plus plausible, c'est que Bertrade souffrait d'un pied beau, elle avait un pied déformé. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, puisqu'à l'époque, le pied beau, c'est vu comme une marque surnaturelle, comme quelque chose de puissant. Et peut-être que les auteurs qui ont parlé du pied beau de Bertrade l'ont fait pour insister sur la dimension sacrée du règne de Charlemagne. Mais dans tous les cas, c'est un surnom qui file, dont j'aimerais pas le porter. Bertrade, elle a eu un destin exceptionnel, elle a fait plein de trucs dans sa vie, et 1300 ans après, on parle d'elle en insinuant qu'elle chaussait du 46. C'est insensé, comme trace laissée dans l'histoire. Aujourd'hui, plus personne ne connaît son vrai nom. C'est vraiment toute sa postérité qui est flinguée à cause de ce surnom ridicule. Vraiment, la pauvre. Attila, mon ancêtre. Attila le Hun. Alors le Hun, c'est pas son nom de famille, c'est pas comme Samuel le Bihan ou Yvan le Bolloc.
Le 1, ça fait tout simplement référence au peuple sur lequel Attila régnait. Et il vient d'une très haute lignée, Attila, c'était déjà le neveu du roi des Huns. On ne connaît pas sa date de naissance exacte, ça se situe très probablement à la fin du 4e ou au début du 5e siècle. En tout cas, lorsque leur oncle meurt en 434, Attila et son frère deviennent rois des Huns. L'empire est partagé entre deux. Et Attila, il a déjà une quarantaine d'années à ce moment-là, il a un âge déjà avancé. Et on parle d'un empire très vaste, puisqu'il va des steppes de l'Asie centrale à l'Europe de l'Est. Mais vous le voyez venir gros comme une maison, ça va pas suffire à Attila qui va vouloir faire de nouvelles conquêtes. Et en plus, vers 445, son frère meurt. Donc Attila, il se retrouve seul au pouvoir. Et à partir de là, pour Attila, c'est open bar. Et il part à la conquête de l'Ouest avec ses armées. Et les Huns, c'est d'excellents guerriers. En tout cas, c'est les meilleurs cavaliers de leur époque, ça c'est certain. Donc Attila arrive par l'Est de l'Europe, il commence à s'attaquer à des régions de l'Empire romain d'Orient. Je vous rappelle que l'Empire romain a été séparé entre un Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, et un Empire romain d'Occident en 395. Et Attila, comme il n'arrive pas à prendre Constantinople, la capitale de l'Empire d'Orient, la capitale de l'Empire byzantin, il va se diriger vers l'Empire romain d'Occident. Et en 451, il arrive en Gaule, et il va ravager une bonne partie de l'Est de la France. Sa campagne suivante l'emmène en Italie. À un moment, on pense même qu'il va marcher sur la ville de Rome, mais il finit par renoncer à ce projet après une entrevue avec le pape Léon Ier. Après toutes ces aventures, Attila y rentre un peu se reposer chez lui, dans l'actuelle Hongrie. Et en 453, il meurt après une fête qui donnait pour son je sais pas combienième mariage. Attila, gros polygame. Et la mémoire collective retient de lui l'image d'un barbare sanguinaire qui tue tout le monde sur son passage. Attila, c'est quand même le mec dont on dit que là où il passe, l'herbe ne repousse pas. Et l'expression fléau de Dieu, qui va devenir son surnom, elle commence à apparaître dans des récits au 7e siècle et elle continuera à être utilisée pendant tout le Moyen-Âge. Bon, la réalité est beaucoup plus contrastée. Attila, c'est un guerrier féroce. Ok, mais sans doute pas plus qu'un autre, en tout cas si on place tout ça dans le contexte de son époque. Et surtout, Attila, le roi des Huns, il était probablement plus intelligent et raffiné que ce qu'on en dit. Je rappelle qu'il a grandi dans une famille noble qui avait des échanges avec le monde romain, donc on peut imaginer qu'il a reçu une éducation assez poussée. Et en fait, créer une légende noire autour d'Attila, le fléau de Dieu, et le faire passer pour le dernier des sauvages, ça correspond à une stratégie de l'Église qui voulait mettre en avant les évêques qui s'étaient opposés à lui. C'est logique. Plus Attila passe pour une bête, et plus les figures chrétiennes qui ont tenté de lutter contre lui passent pour des héros et des martyrs. Mais selon où on se place, Attila est vu très différemment. Par exemple, il a une image plutôt positive en Scandinavie. Et c'est un héros national en Hongrie. Les Hongrois adorent dire qu'ils descendent d'Attila. Donc surnom très lourd à assumer, quand même. Parce que concrètement, t'es pas beaucoup plus méchant qu'un autre chef guerrier de ton époque, et tu dois te traîner une légende noire et la mauvaise réputation qui va avec pendant des siècles et des siècles. C'est pas très agréable. Bloody Mary, traduction Marie la sanglante. Alors, quel choix doit-on faire dans la vie pour en arriver à être surnommé Bloody Mary ? Tout d'abord, faut s'appeler Marie, première étape. Et ça, c'est validé dès le jour de sa naissance en 1516. On la prénomme Marie. Et Marie est la fille du roi d'Angleterre Henri VIII et de sa première femme, Catherine d'Aragon. Elle est donc élevée dans la foi catholique, jusqu'à ce que son père pète un plomb en emmenant tout le royaume d'Angleterre dans son délire. Le cœur du problème est simple. Henri VIII, il attend désespérément un héritier mâle qui ne vient pas. Donc quand Marie vient au monde, c'est une déception pour le roi, et à la base, elle n'est pas destinée à régner. Le destin qui l'attend, c'est d'être marié pour des raisons politiques, selon le bon vouloir de son père. Henri VIII veut donc divorcer de Catherine d'Aragon pour se marier avec Anne Boleyn, sa dernière conquête, parce qu'il pense qu'elle pourra lui donner des garçons. Sauf que le pape refuse de signer les papiers du divorce. Henri VIII, il décide donc de rompre totalement avec l'église romaine et il emmène toute l'Angleterre vers la voie du protestantisme. Et au total, Henri VIII, il se mariera 6 fois pour avoir un seul fils. Tout ça pour ça. Et donc c'est ce fils qui lui succède à sa mort en 1547. C'est le roi Édouard VI. Problème, Édouard VI, il meurt lui-même sans héritier mâle en 1553. Et en réussissant un tour de force politique, Marie s'empare du pouvoir. Elle a 37 ans et elle devient la première reine de l'histoire de l'Angleterre. Reine catholique, Marie restaure le catholicisme. Et en 1554, elle se marie avec le roi catholique d'Espagne, Philippe II. Et c'est un mariage qui est très mal vu par son peuple, le peuple anglais qui craint une ingérence étrangère. Le roi d'Espagne, qui est le fils de Charles Quint, il est déjà très puissant. Et les Anglais, ils sont pas fans de le voir sur le trône d'Angleterre à côté de leur reine. En 1555, Marie, elle va encore plus loin dans sa politique de restauration du catholicisme, puisqu'elle commence à envoyer des protestants au bûcher. Et elle continuera à le faire jusqu'à sa mort en 1558. Et au total, ces persécutions feront environ 300 victimes.
Et c'est de là que lui vient le surnom de Bloody Mary, Marie la sanglante. Et pour moi, ça se place dans les surnoms pas mérités, direct. Pas mérités parce que des persécutions qui font quelques centaines de morts en 5 ans de règne, c'est très cynique de le dire comme ça, mais c'est pas non plus le massacre du siècle. Alors oui, c'est terrible, mais il y a certains rois, c'est des milliers de morts, et on les embête moins que ça. Saint-Louis, par exemple, il a cramé des cathares par centaines. Et on le surnomme Saint-Louis, pas Louis le zinzin. Et maintenant, la question à 1 million, est-ce que Bloody Mary, la reine, a inventé le cocktail, le Bloody Mary? Évidemment que non. Ce cocktail à base de vodka et de jus de tomate aurait été inventé dans les années 1920 à Paris, au Harris New York Bar. C'est un bar mythique qui existe toujours, ça se trouve rue d'Aunou, dans le quartier de l'Opéra. Et le nom du cocktail, il est logiquement lié à sa couleur rouge sang, grâce au jus de tomate. Et je termine en assénant cette vérité que vous devez entendre. Le Bloody Mary, c'est un cocktail dégueulasse. Voilà, c'est dit. On peut passer à la suite. Des pensées noires et des nuits blanches, des armes, des enfants terribles. Alors surnom un peu agressif, mais la version originale est plus nuancée. Parce que Ivan le Terrible, c'est avant tout une mauvaise traduction de Ivan Grozny, la VO en russe. Grozny, ça veut plutôt dire le menaçant que le terrible. Bon, ça sous-entend pas qu'il est sympa non plus, c'est pas Ivan la déconne. Mais ça place le curseur un peu moins loin. Et pourtant, Ivan, il était vraiment au-delà de terrible, vous allez le voir. Il naît en 1530 et il est le fils du grand prince de Moscou. À l'époque, la Russie, c'est une mosaïque d'états plus ou moins grands, et la principauté de Moscou est l'un des plus importants. Le petit Ivan est donc destiné à devenir prince. Son père meurt quand il a 3 ans. Sa mère prend le relais, mais elle meurt elle aussi prématurément. Certains disent qu'elle est morte empoisonnée après un complot. Ivan, il est donc orphelin à 7 ans, et il se retrouve seul dans un environnement, dirons-nous, fortement hostile. Parce qu'à la cour, les grandes familles, elles complotent en permanence pour prendre le pouvoir, et Ivan, il grandit dans la crainte constante d'être assassiné. Et ça va développer chez lui quelques tendances psychotiques. On sait qu'adolescent, il s'amuse à torturer des animaux. Et si vous avez une petite culture des tueurs en série, vous savez que l'enfant qui torture des animaux, quand il grandit, généralement, il devient pas bénévole au secours populaire. En 1547, à l'âge de 17 ans, Ivan, il monte sur le trône sous le nom de Ivan IV. Mais il ne veut pas du titre de grand prince de Moscou. Et il préfère celui de tsar, le terme tsar étant un dérivé du mot César. Ivan IV est donc le premier tsar de l'histoire de la Russie. Et il va faire des bêtises. Si on regarde le verre à moitié plein, il lance des grandes conquêtes vers l'Est. Il agrandit considérablement son territoire. Le tout en lançant des réformes de grande ampleur. On peut dire que c'est lui qui met en place les fondations de la Russie moderne. Mais pour le reste, Ivan le Terrible, c'était surtout un psychopathe complètement pervers, complètement paranoïaque, qui a tué des gens par dizaines de milliers. Et il adorait ça. Il allait lui-même visiter les cachots et les salles de torture, et il imaginait des méthodes d'exécution qui impliquaient des outils, des armes, voire même des animaux. Ça allait pas bien. Il y a un exemple assez révélateur de sa folie. En 1570, il pensait que des nobles de la ville de Novgorod étaient en train de comploter contre lui. Et il s'est pas embarrassé à chercher le pourquoi du comment, il a fait massacrer plusieurs milliers d'habitants de la cité. Et cette folie meurtrière l'a carrément mené à tuer son fils aîné de ses propres mains. C'était en 1581, ils se sont embrouillés, et Ivan lui a fracassé le crâne à coups de sceptre. Et Ivan le Terrible finit par mourir en 1584 après 37 ans de règne. 37 ans avec un mec comme ça qui décide, c'est long. En revanche, le surnom, c'est un peu d'imagination, s'il vous plaît. Il s'appelle Ivan, il est pas cool, Ivan le Terrible. Je souffle. Vu son palmarès, on aurait pu lui trouver un surnom beaucoup plus spectaculaire. Balayer du revers d'une main mes regrets comme la môme. Allez, on prend la ligne 2 et on retourne à Belleville, quelques années après les aventures de Casque d'Or et des Apaches. Nous sommes dans les années 1910 et le quartier n'est pas miraculeusement devenu bourgeois. La plupart de ses habitants sont fauchés et c'est le cas des parents de la petite Édith Gassion, la future Édith Piaf, qui naît en 1915. Son père est contorsionniste dans des cirques. Sa mère, qui va très vite les abandonner, est chanteuse de rue. La légende veut même que le couple vivait dans un tel dénuement qu'Édith serait née sur les marches de leur immeuble au 72 rue de Belleville. D'ailleurs, une pancarte mentionnant cette anecdote est collée sur la façade du bâtiment. Vous pouvez la voir si vous passez devant. Bon, en réalité, son acte de naissance indique qu'elle n'est pas née dans la rue, mais à l'hôpital Tenon. Il est pas très loin. Je suis pas né dans le ghetto, je suis né à l'hosto. La petite Édith, elle est rapidement récupérée et élevée par sa grand-mère, qui tient une maison close en Normandie. Puis Édith revient à Paris, où elle va vivre une vie de bohème avec son père. Elle fait la manche, mais elle chante surtout dans les rues. Et sa voix impressionne. Et un jour, sa voix enchante un gérant de cabaret qui s'appelle Louis Leplay. Nous sommes alors en 1935 et celle qui s'appelle encore Édith Gassion n'a que 20 ans.
Louis Le Play la prend sous son aile et l'invite à chanter dans son établissement. Mais il faut un nom d'artiste à cette toute petite femme d'1m47. Elle a une allure d'enfant et elle semble aussi fragile qu'un moineau, alors Louis Le Play décide qu'elle s'appellera la Môme Piaf. Et c'est sous ce nom qu'elle donnera ses premiers spectacles. Mais quand sa carrière commence à démarrer sérieusement, Édith décide de reprendre son prénom. Elle garde tout de même le Piaf, elle devient donc Édith Piaf, et la Môme deviendra son surnom pour l'éternité. En quelques années, Édith Piaf devient une icône des cabarets parisiens, puis l'artiste la plus importante de son époque. Sa voix et sa musique sont exceptionnelles, sa vie l'est également. Enfin bref, je vais pas vous expliquer pourquoi Édith Piaf est une génie totale et absolue, vous savez, et si vous savez pas, ça fait de vous de très mauvaises personnes. Et dans ces grandes années, Édith Piaf, elle va remplir des salles jusqu'à New York. New York, qui est la ville où elle va rencontrer le champion de boxe Marcel Cerdan, Marcel Cerdan qui sera la grande histoire d'amour de sa vie, jusqu'à ce qu'il meure tragiquement dans un accident d'avion en 1949. Édith Piaf, qui est brisée par les déceptions, par les maladies et par la vie de façon générale, elle s'épuise et elle sombre dans de nombreuses addictions. Son état empire au fil des années, et elle meurt d'une rupture d'anévrisme le 10 octobre 1963 à seulement 47 ans. Et son surnom, c'est Poésie Plus Plus, je veux rien savoir. C'est simple, c'est beau, c'est touchant, il y a un petit truc d'argot parisien hyper bien dosé. Et c'est également le nom que porte le film sur la vie d'Édith Piaf qui est sorti en 2007. Un film qui a valu un Oscar de la meilleure actrice à Marion Cotillard. Alors que nous savons tous que le meilleur rôle de Marion Cotillard, c'est celui de Lily dans Taxi. Mais ceci est un autre débat. Alors, le meilleur surnom de tous les temps, c'est lequel ? Le choix n'a pas été évident, il y avait des critères. Déjà, je voulais un surnom qui était utilisé du vivant de la personne. Donc ça élimine pas mal de candidates et de candidats. Ensuite, je voulais un surnom qui colle à la peau du personnage. Un truc qui vienne immédiatement à l'esprit quand on parle de lui ou d'elle. Et j'aime bien aussi l'idée que le surnom soit complètement accepté et intégré par la personne en question. Si la figure historique joue elle-même de son surnom pour entretenir sa légende, c'est quand même mieux. Et si on fait des grands graphiques avec des traits qui partent dans tous les sens pour essayer de trouver qui arrive à combiner tout ça, on tombe sur le Roi Soleil. Louis XIV, son surnom, il le vit à fond. Il le subit pas, il l'incarne totalement. Il est tout le temps le Roi Soleil. Ça déborde sur tous les aspects de sa vie, même sur la déco de son appartement. Et donc c'est avec un immense honneur que je déplace le soleil de Louis XIV, le soleil du Roi Soleil, dans la case du NOAT, le nickname of all time, c'est le meilleur surnom de tous les temps. Et ça fait une première étoile pour la France, Après 4 tier list, il était temps. Parce que la première tier list sur les siècles, ok, c'est pas un pays qui gagne. Mais la deuxième sur le meilleur assassinat, victoire de Jules César, donc une étoile pour l'Italie. Et la troisième sur la meilleure phrase, victoire de Martin Luther King, donc une étoile pour les États-Unis. Et la France les rejoint enfin au palmarès grâce à un but de Louis XIV. Et voilà comment on passe en revue plusieurs siècles d'histoire à travers 14 surnoms historiques. C'était pas si compliqué que ça, et fallait bien que quelqu'un le fasse. Et à présent vient le moment où c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, la suite des débats se déroulera dans les commentaires, et n'hésitez pas à venir, on rigole, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et s'il y en a qui en veulent encore plus, il y a toujours le Instagram et le TikTok, les liens sont en description. Et de mon côté, je vais aller préparer la suite, et je vous dis à très bientôt. Turn his TV off, turn his TV off.